Alors, bonjour à tous, d'où que vous nous suiviez. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans ce webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la conférence annuelle de l'Alliance mondiale pour la justice fiscale. Cette conférence est organisée par le groupe de travail fiscalité et genre de cette alliance. Nous avons le plaisir de participer à cette conférence en organisant aujourd'hui un panel qui va nous permettre de discuter des défis et des opportunités que nous allons explorer pour renforcer les droits et le leadership des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles, et notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe et partout où nous aurons des expériences que nous allons partager ce matin. Nous aurons 1h30 jusqu'à 2h pour échanger là-dessus avec divers panélistes que je vais vous présenter tout de suite. Mais je voudrais rappeler que les objectifs que nous avons fixés ce matin, c'est fondamentalement de partager les conclusions d'une étude que Publicis que vous payez a réalisée en Afrique de l'Ouest notamment pour analyser le niveau de mise en œuvre de la norme ITE 2019, notamment sur les dispositions relatives au genre. En effet, en 2019, grâce à un plaidoyer soutenu de Publicis que vous payez et d'autres partenaires tels que Oxfam, NRDI et beaucoup d'autres alliés, la norme ITE a intégré des exigences relatives à la représentation et à la participation des femmes dans le processus, ainsi qu'à la publication des données sur l'emploi, avec un objectif final de promouvoir les droits des femmes dans la gouvernance du secteur extractif. En particulier, 4 exigences ont été enregistrées dans la norme, notamment l'exigence 1.4, c'est-à-dire que le groupe multipartite et chaque collège tiendront compte de l'équilibre hommes et femmes dans la composition afin de progresser vers la parité. La deuxième exigence, 6.3, dispose que le nombre des effectifs employés dans les industries extractives devront être désagrégés par sexe et, si possible, par entreprise et par niveau professionnel. L'exigence 3, c'est-à-dire la 7.1, dispose que le groupe multipartite est tenu de veiller à ce que les informations qu'elle divulgue soient compréhensibles, notamment en s'assurant qu'elles sont rédigées dans un style clair et intelligible et disponible dans les langues qui conviennent. L'exigence 7.4 dispose que le groupe multipartite est encouragé à expliquer quelles mesures ont été prises pour assurer l'égalité entre les sexes et l'inclusivité. Donc, 4 exigences qui ont été enregistrées dans la norme, et avec ces exigences, l'ITE a entamé une évolution importante vers la prise en compte des préoccupations des femmes. Et c'est dans ce contexte que Publicis que vous payez, après avoir accompagné la mise en œuvre de ces exigences depuis 2019, considère qu'il était important de faire une sorte d'évaluation pour voir jusqu'où la mise en œuvre de ces exigences a été effective. Quels sont les progrès qui ont été faits? Quelles sont les limites que nous avons enregistrées à ce niveau ou les difficultés que nous avons rencontrées? Ensuite, ce matin, nous allons partager de belles expériences des femmes engagées dans la gouvernance des ressources naturelles qui sont parmi nous, ces panélistes d'ailleurs, et vous aussi qui nous suivez de partout, dans la discussion, dans le Q&R, vous pouvez partager vos expériences, vous pouvez nous écrire, partager des documents, des liens qui nous permettent de voir vos expériences respectives. Nous allons ensemble aussi explorer des approches, notamment en termes économiques, c'est-à-dire quels sont les bénéfices que les femmes sont en train de tirer ou peuvent encore tirer de l'exploitation des ressources naturelles. Et enfin, nous allons aussi mettre en évidence des opportunités et des stratégies qui nous permettront de renforcer la voix des femmes, le leadership des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles. Donc, voici les objectifs que nous nous fixons ce matin.
Et pour y arriver, nous avons divers panélistes venant de tous les pays du continent. Nous avons de diverses organisations, bien sûr, aussi, ce qui fait que le mot d'ouverture sera prononcé par Johan Chiminya, qui est le Global Tax Advisor d'ActionAid. Ensuite, nous aurons comme panéliste Mme Fatoumata Kanté, qui est membre du groupe multipartite ITE de la Guinée, mais aussi membre de la coalition Publiez ce que vous payez de la Guinée. Elle est en même temps porte-parole de ce groupe, de ce collège du groupe multipartite de la société civile au sein de l'ITE Guinée. De l'autre côté, nous aurons M. Eli Kaboré depuis le Burkina Faso. M. Eli Kaboré est le responsable de communication de la coalition Publiez ce que vous payez du Burkina Faso. Il a été aussi membre du groupe multipartite de l'ITE au Burkina et il est journaliste de profession. Dr Fatima Diallo, qui est membre du comité de pilotage Afrique et du Conseil mondial de Publiez ce que vous payez, il dirige une organisation qui s'appelle CRADESC, basée au Sénégal. Elle aussi, elle a été beaucoup impliquée dans le processus de la CEDEAO en termes d'élaboration de la charte genre. Elle y reviendra de façon plus détaillée, donc elle sera avec nous. Et enfin, nous aurons Mme Palmira Belasco depuis Mozambique. Alors, Mme Palmira Belasco est aussi membre de Publiez ce que vous payez de la coalition mozambicaine. Donc, voici les différents panélistes qui aujourd'hui vont nous entretenir sur le sujet droit et leadership des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles. Quelle opportunité de progrès en Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui fait que rapidement, nous allons passer la parole à M. Johannes qui va prononcer le mot de bienvenue. Johannes, si vous nous entendez, c'est avec plaisir que nous vous donnons la parole. Thank you so much, Demba. And thank you all for joining in our session on women's rights and leadership in natural resource governance, opportunities for progress in West Africa. My name is Johannes Chiminya, Global Tax Advisor with ActionAid, currently based in Maputo, Mozambique. For interpretation, if I'm going a bit fast, please let me know so that I can talk a bit slowly. Okay. Without further ado, all protocols observed, I would take this opportunity to welcome you all to this session, where we would like to share the key findings which are Publish What You Pay has found in their review on progress in implementing the 2019-80 standard provisions in 3 countries in West Africa. We find that the focus on women is very important due to the gender inequalities that we find persistent in the extractive sector. Initially, we find that mostly women are not involved in negotiations for allocations of land to the mining corporations when they come to invest or to set up their mining, their mines in the areas due to the cultural backgrounds of our communities, not only in West Africa, but also in Southern, Eastern, and North Africa. It's mainly men who are involved in those processes. However, we find that women are the ones who take care of men and children in the communities, in our communities. And the disruptions that are caused by the mining, when the mines come setting up, affect mostly women. You find that there are social and family disruptions that happen, where you would find mostly husbands go to the mines to work, while women are left behind to take care of the families. And as such, those family disruptions, as they end up being the leaders of the households,
having all the responsibilities for procurement of food, for taking care of children, for taking care of the sick relatives, among others. And that value of unpaid care work is not monetized. And hence, at the end of the day, women are left at the losing end. We talk of the degradation that happens when mines are set up. This disrupts the normal habitat which we are used to, where women are used to be farming, to produce cash crops to feed the families, cash and food crops to feed the families, as well as for their sources of water and firewood. And hence they have to walk further distances to get firewood, further distances to get water, among others. And hence the level for work women end up doing increases. We also find that with mining, especially open cast mining, there are high chances of pollution happening, air and water pollution. And with air pollution, mainly, the husbands who will be working in the mines or other people, other children who are living near the mines are affected, ending up with diseases such as tuberculosis, among others, and typhoid, dysentery due to water pollution. And this results in women having to devote more time to provide care work to these groups in society. And that is not monetized. And women end up at the losing end. And when we look on the other side, when mines come, the idea is they will generate revenue, which they will provide to government for the provision of gender responsive public services. But you find that there is a race to the bottom. Our governments are giving up taxing rights in the thinking that they're attracting foreign direct investment. But is it a necessary and sufficient condition to attract investment through giving tax incentives, among others? It is not. Empirical evidence has found that revenue lost due to the Africa loses between 450 30 in corporate, and this these resources end up according to tax. They were not paying their fair share of taxes, making use of tax havens, tax secrecy jurisdictions. And also this is compounded by the various tax incentives and concessions that are given by our governments. And as ActionAid, we are currently finalizing a study where we are analyzing the socioeconomic impact of the tax incentives, quantifying how much revenue is being lost due to these tax incentives in some West African and East African countries. And for the purposes of our session, we would like to thank Publish What You Pay for the great work that they have done in coming up with this study in the 3 countries in West Africa. And we would be very glad for active participation when in sharing experiences. In as much as we will hear experiences from the 3 countries and Mozambique, we would also want to hear from the participants, what is the prevailing operating environment in their own the percentage of women representing positions remains very low, just being in Burkina Faso it's 32%, while in Guinea, it's lowest at 18%.
So we need to come up together, have feasible solutions, positions so that we can lobby and continue to increase the number of women in decision-making processes so that they can be able to make their decisions, which assist them not to be affected as much as they are being affected right now because they are not there making the decisions. So that it's not women at heart making the decisions, but the women themselves. So without further ado, I'll give you back to Demba to take us through this session to understand what are the key findings from this study in presentation going forward. Should it be the aspect of deputization, we should focus on other things. Thank you so much and welcome to our session today. Thank you. Back to you, Demba. Merci beaucoup, Jones, pour ces mots qui nous vont droit au cœur, mais aussi qui sont très instructifs par rapport à tout ce que ActionAid est en train de faire pour renforcer l'agenda d'une gouvernance féministe des ressources naturelles. J'espère aussi, une fois terminé votre étude, que vous la partagerez de sorte que l'ensemble des acteurs puissent en tirer aussi des leçons, j'imagine, assez importantes. Ceci dit, chers amis, chers collègues, d'où que vous nous suivez, c'est un plaisir encore une fois pour publier ce que vous payez de participer à cette conférence de Global Alliance for Tax Justice, notamment sur genre et justice fiscale. Alors, nous continuons nos échanges, notamment sur l'ITE, parce que publier ce que vous payez apparemment a pris le sujet sous un angle assez particulier, l'ITE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Alors, je vais d'abord m'adresser à Madame Fatoumata Kanté. Madame Fatoumata Kanté, qu'est-ce qui explique un peu cette approche d'analyser la question sous l'angle ITO, ou bien d'apporter des réponses aux préoccupations des femmes sous l'angle ITO? Pourquoi vous avez choisi l'ITO pour promouvoir une gouvernance féministe des ressources naturelles? Je rappelle que Mme Fatoumata Kanté nous rejoint depuis la Guinée. Elle est porte-parole du Collège de la société civile au sein de l'ITE et membre aussi de la coalition Publiez ce que vous payez. Madame Fatoumata Kanté, si vous nous entendez, vous avez la parole. Merci Demba. Bonjour d'abord et bonjour à toutes et tous qui êtes connectés à ce webinaire. Et je vous remercierai une fois encore de m'avoir donné l'opportunité de partager avec vous et l'ensemble des participants ma modeste expérience sur la mise en œuvre de l'ITE en Guinée, spécifiquement dans son aspect genre. Je pense tout d'abord qu'il est important de rappeler que l'ITE est une initiative qui prône la transparence, la responsabilité, la consultation, mais surtout l'inclusion et la bonne gouvernance qui, à mon avis, qui est un avis partagé d'ailleurs par tous, sont des éléments clés des ressources naturelles bien gérées. Donc, c'est en ce sens qu'elle est une opportunité pour nous de promotion d'une gouvernance sensible au genre, notamment aux droits des femmes. C'est dans ce sens qu'en 2019, je crois bien que l'ITE lui-même apporta de nouvelles exigences relatives à la prise en compte du genre dans le processus. Une approche qui a été perçue par les acteurs de l'initiative comme une innovation, puisque celle-ci permet de rectifier les disparités disparités constatées plutôt entre les hommes et les femmes, tant dans la gestion des revenus du secteur extractif lui-même dans son entièreté. Donc, nous, en tant qu'acteurs de la société civile qui suivons le processus en Guinée, pour nous, l'ITE est un outil qui prône les principes de la transparence et de la bonne gouvernance. Donc, elle est une réponse parfaite aux besoins des droits des femmes, non seulement par rapport aux communautés impactées, mais aussi dans la chaîne de l'emploi, notamment le respect des obligations sociales dans d'autres que nous connaissons dans le secteur des industries extractives. D'un autre point de vue, pour nous, le fait de choisir l'ITE,
l'initiative est un instrument de renforcement de l'égalité, d'équité dans le secteur éducatif, même si cela tarde par endroit à se matérialiser effectivement à tous les niveaux, entre autres la chaîne de l'emploi, en termes et aussi en termes d'accès aux instances de prise de décision au sein du GMP et dans les entreprises minières. Pour nos sociétés civiles également, qui avons un rôle majeur à jouer dans ce processus, qui est une sorte de mutation sociale dont on a la charge de faciliter parce qu'on a, nous, par exemple, siégeant au sein du comité de pilotage, avons le privilège de suivre la mise en œuvre dans notre pays et à travers notre participation dans le comité de pilotage et dans toutes les autres instances pour la question de transparence et de suite. Et également, il faut saluer le fait qu'il y a un débat constructif au sein du comité de pilotage en Guinée qui réunit les différents acteurs du GMP, notamment les acteurs gouvernementaux, les acteurs du secteur minier, auprès de qui nous avons engagé, d'ailleurs, il faut le dire au passage, nous avons engagé un plaidoyer parce que nous avons constaté à un moment donné, d'ailleurs, c'est ce qui a motivé cette initiative, l'initiation de cette nouvelle norme 2019 de l'ITIE, c'est qu'il y a des disparités entre hommes et femmes qui ont été constatées de part et d'autre, notamment au sein des collèges de la société civile, au sein des entreprises, mais aussi au sein des acteurs gouvernementaux où il y avait une sous-représentativité des femmes. Donc, eu égard à tous ces constats, nous avons pris notre bâton de terrain pour essayer de proposer une étude que nous avons réalisée. L'étude évalue en quelque sorte la mise en œuvre de la norme 2019, même si c'est une nouvelle norme, mais il faut le dire qu'il faut très tôt essayer de prendre cette question à bras le corps pour essayer d'en discuter et de lancer un plaidoyer. Donc, c'est un chantier de plaidoyer que nous avons lancé à l'issue de cette étude qui passe en revue quelques exigences, notamment les exigences 1.4, 6.3, 7.1 et 7.4 qui nous ont permis de faire à la suite de l'étude des recommandations aux différents collèges. Par exemple, nous avons recommandé au collège de l'État, parce que nous avons constaté lors de la dernière dissémination du rapport ITIE qu'il n'y avait pas de femmes dans cette équipe de dissémination. Nous avons recommandé, par exemple, au sein du collège de la société civile, avant de parler de cette recommandation, au sein du collège de la société civile, cette recommandation a été déjà prise en compte parce que vous remarquerez qu'au sein du collège de la société civile, il y a aujourd'hui une certaine représentativité des femmes sur 11 personnes qui siègent au comité de pilotage. Il y a 4 femmes parmi elles et on a voulu au départ, lors du renouvellement, on a voulu avoir plus de femmes qui siègent au comité de pilotage, qui représentent les organisations de la société civile, de l'ensemble de la coordination. Mais nous avons constaté à un moment donné que beaucoup d'organisations étaient réticentes à se faire représenter lors de ce renouvellement par des femmes. Donc, il y a eu un plaidoyer qui a été fait à l'endroit de ces organisations de la société civile. Donc, du coup, du côté du gouvernement, les acteurs du gouvernement qui sont au sein du comité de pilotage, il n'y a pas de femmes. Et au sein des collèges, allô? Oui, on reviendra un peu sur les résultats de l'étude plus tard, mais j'ai quand même retenu de ce que vous dites, c'est que l'approche à travers l'ITIE est motivée par un certain nombre de paramètres, dont la possibilité d'être autour de la table avec l'ensemble des autres acteurs, notamment l'administration et le secteur privé, mais aussi c'est un cadre de plaidoyer parce qu'à travers l'ITIE, il y a une possibilité effectivement d'adopter des exigences qui seront obligatoires en termes, soit encourageantes en termes de mise en œuvre dans les différents pays qui mettent en œuvre la norme. Alors, nous notons aussi que la norme a évolué à partir de 2019 en intégrant des exigences genre, donc ce qui fait que c'est important
pour aujourd'hui la société civile, à travers ce cadre-là, de pouvoir influencer l'agenda de la gouvernance des ressources naturelles, de sorte qu'ils puissent prendre en compte suffisamment les exigences des femmes. Et ça a permis d'avoir les 4 exigences que nous avons revues dans la norme, c'est ça. Alors, au-delà des exigences quand même qui sont bien importantes, est-ce que vous pensez que l'ITE, qu'est-ce que l'ITE pourrait faire pour favoriser un avantage à la limite économique et sociale des femmes? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des dispositions dans la norme pour dire que le problème est réglé. Est-ce que l'ITE, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que l'ITE pourrait faire pour favoriser, disons, un bénéfice économique et social des femmes? Oui, justement, lorsque je prends l'exigence par rapport à la désagrégation par sexe du nombre d'employés et par entreprise et du niveau professionnel, voilà, à mon avis, des points importants. Il s'agit aujourd'hui, à mon avis personnel, à mon avis, de donner plus de points, parce que l'ITE, c'est aussi des points pour les pays, c'est de voir comment encourager la bonne gouvernance, mais aussi l'inclusion au sein de ce processus. Donc, c'est de voir dans quelle mesure donner des points à ces différentes exigences. Cela, à mon avis, pourrait amener les organisations, enfin, les différentes entités qui évoluent dans le secteur extractif à mieux prendre cette question de genre en considération. Donc, il y a cet aspect, mais il y a aussi l'aspect lié à l'équilibre homme-femme au sein du GMP même. Donc, il faudrait que ce soit des exigences assez fortes pour amener les différents GMP à prendre la question à bras le corps, à mon avis. Voilà des choses qui peuvent être faites. Et nous, derrière, on continue de plaidoyer pour voir comment mettre tout cela en œuvre et de manière à rendre tout cela digeste pour les autres collèges, parce que nous, ça n'a pas été difficile chez nous. Et on va chercher à creuser à travers les plaidoyers que nous avons engagés pour amener ces sociétés-là à respecter cet engagement. Mais du côté de l'ITIE, il faudrait qu'il y ait en tout cas des exigences ou des points à ces exigences qui puissent amener ces sociétés-là à revoir ces points par rapport à la prise en compte de la dimension dans les activités. Alors, avant qu'on ne passe à l'analyse du rapport ou de l'étude, est-ce que vous pensez qu'il y a des données qu'on pourrait encore publiées qui pourraient renforcer, bien sûr, le bénéfice économique et social des femmes, au-delà des exigences liées à la publication des données sur l'emploi? Est-ce qu'il y a d'autres formes de données qu'on pourrait publier qui pourraient renforcer le bénéfice économique des femmes? Oui, oui, tout à fait. Il y a les paiements sociaux. Il y a les paiements sociaux, ce qui va directement aux communautés, parce que ça, c'est du coup que le bas blesse. C'est vrai, il y a eu un national juridique qui a été revu en Guinée. Il y a eu pas mal d'activités, enfin, de travail qui a été abattu dans ce sens. Mais on voit que ça. En tout cas, il y a une difficulté encore d'application de toutes ces mesures sur le terrain. C'est de voir dans quelle mesure nous pouvons rendre plus désagrégé ou alors rendre plus visible l'accès à ces fonds, mais également comment ces femmes puissent participer, bénéficier par exemple du contenu local. Donc tout ça, ce sont des aspects, à mon avis, qui peuvent aider. Parce que de manière au niveau macro, on constate qu'il y a l'État engrange par exemple beaucoup de fonds, par exemple. Mais au niveau local, certes, il y a des fonds qui tombent, mais c'est la distribution de ces fonds qui pose problème. Les femmes, on a senti que les femmes bénéficient parce qu'elles n'ont pas l'information, elles n'ont pas la formation qu'il faut, elles ne sont pas organisées, elles ne sont pas suffisamment structurées pour pouvoir capter ces fonds. Donc, même si aujourd'hui on les octroie dans le fonds de développement local 20%, ce n'est pas sûr qu'elles puissent accéder à ce fonds. Donc, voilà des aspects qu'on doit mettre en œuvre, davantage en œuvre pour permettre à ces différentes entités de bénéficier des ressources du secteur extractif. Parfait. Et de plus en plus, une très dernière question, de plus en plus, beaucoup de pays, notamment en Afrique de l'Ouest, sont en train d'élaborer des politiques de contenu local, des mécanismes de distribution des revenus. Est-ce que la publication des données de comment ces fonds ou ces politiques de contenu local existent, est-ce que la divulgation de ces données-là pourrait en quelque sorte aussi renforcer ou porter profit aux femmes? Oui,
dans une certaine mesure, oui, je suis tout à fait d'avis avec vous dans le cas de la politique du contenu local. Parce que comme je le disais tantôt, il y a des opportunités qui existent sur le terrain. Mais comment amener les femmes à bénéficier de ces opportunités? Il faudrait que les différentes entités qui sont dans l'atelier nous disent comment elles mettent cela en œuvre, comment cela se passe sur le terrain. Donc, il serait important d'en faire vraiment des sujets dans le processus de suivi de l'ITIE. À mon avis, ça va donner du sens et ça va aider davantage les femmes à bénéficier des politiques de contenu local. Parce que j'avoue, jusqu'à présent, ce qui se fait sur le terrain laisse encore à désirer par rapport à leur impact aux femmes. Donc, c'est en ce sens qu'il serait important de mettre un accent particulier sur ces aspects-là pour aider les femmes à bénéficier davantage des ressources issues du secteur extractif. Merci Fatoumata. Alors, pour ceux qui nous suivent, si vous avez des questions ou des suggestions ou des recommandations, n'hésitez pas à les partager dans l'onglet discussion. Cela permettra à nous-mêmes et aux panélistes de pouvoir y apporter des éléments de réponse ou rebondir sur les commentaires que vous avez faits. Donc, alors, tout de suite, nous allons passer à M. Eli Kaboré depuis le Burkina Faso. Eli, si vous nous entendez, Eli, d'où vient l'idée d'évaluer la mise en œuvre de la norme ITIE, notamment sur les dispositions genre? Pourquoi et à quelle fin? Eli, votre micro est coupé. Votre micro est coupé. Voilà, merci. Merci Demba, merci à tous les participants. Je vais peut-être couper ma caméra parce que la connexion n'est pas trop stable pour pouvoir bénéficier d'une connexion fluide. Je dirais que au niveau de l'évaluation, il a été quand même remarqué que le secteur minier, c'est un secteur de forte inégalité entre hommes et femmes. On a tendance à considérer les emplois miniers comme étant un milieu très masculin. Donc, l'ITIE était en fait une porte d'entrée pour pouvoir, comme une plateforme aussi, pour pouvoir auditer un peu ce secteur-là, pour comprendre mieux quelles sont les inégalités qui se posent et quelles sont les causes de ces inégalités et aussi trouver un peu des solutions pour un peu mitiger un peu ces inégalités-là. Donc, c'est dans ce sens que, avec plaisir, les coalitions des 3 pays, Burkina, Guinée et puis Sénégal, ont pu, dans un premier temps, mener un scan genre dans l'ITIE depuis 2018 à 2019. Et à partir de 2019 maintenant, on essaie d'évaluer un peu la mise en œuvre des 4 nouvelles exigences genre dans l'ITIE, comment cela est pris en compte dans le fonctionnement du groupe multipartite et la publication des données au niveau des 3 pays-là. Donc, voilà un peu, Demba, l'idée un peu de cette évaluation-là. Parfait, parfait. Alors, vous avez évalué, vous pensez qu'il était important de voir jusque-là qu'est-ce qui a été fait de 2018-2019 en un jour, ensuite pour comprendre un peu l'impact de l'ITIE. Ça, c'est excellent. Maintenant, je voudrais savoir, que retenez-vous de cette évaluation? Quels sont les résultats clés de votre évaluation? Il faut dire que nous avons, je peux résumer en 5 résultats clés. Le premier résultat est que la norme ITIE 2019 a réellement introduit un débat sur le genre dans les groupes multipartites. Ça, c'est vraiment une évidence et ça a été remarqué dans toutes les 3 coalitions. Donc, ça a permis vraiment de poser réellement le débat sur le genre dans la mise en œuvre de l'ITIE et même au-delà dans le secteur minier. Deuxième résultat, il y a eu un impact sur les activités des groupes multipartites. Les groupes multipartites ont pris des mesures, ils ont pris des dispositions internes pour la prise en compte du genre dans les activités. Désormais, comme on aime le dire, plus rien ne sera comme avant en matière de genre. Le genre sera désormais pris en compte. Troisième niveau, on s'est rendu compte que la prise en compte des 4 exigences sont à des niveaux différents en fonction des exigences et en fonction des pays.
Je suis heureux de vous dire que pour ce qui concerne la prise en compte du genre dans les emplois, tous les pays ont satisfait à cette exigence et certains sont allés au-delà de ce qui a été demandé. Quatrième résultat que je peux ajouter, la société civile était déjà en avance sur la norme. Donc, il y a, au niveau des organisations, notamment membres de public, ce que vous payez, la question du genre était déjà à l'ordre du jour dans les débats et même en termes de représentativité pour ce qui concerne les activités. Cinquième résultat, il faut dire que désormais, on ne peut plus, au niveau de l'ITIE, parler d'activités sans tenir compte du genre. Donc, le genre est devenu maintenant un réflexe qui est cultivé au sein de l'ITIE. Donc, pour parler maintenant exigence par exigence, de manière globale, en matière de représentativité des femmes, et dans les hommes-femmes dans les groupes multipartites, on s'est rendu compte qu'en tout cas, qu'il y a eu des progrès avant la mise en œuvre de la norme et après la mise en œuvre de la norme, surtout au niveau de la société civile. Au Burkina, par exemple, on a atteint la parité homme-femme au niveau de la société civile. Le Sénégal et la Guinée ont pris des mesures internes pour tendre vers cette parité au niveau de la société civile. Le problème se trouve plus au niveau des autres collèges, surtout au niveau du collège de l'administration, où ce sont des représentants de structures qui sont envoyés. Ce ne sont pas des personnes qu'on envoie, ce sont des représentants de structures. Si la personne qui occupe le poste est une personne, un homme ou une femme, cela peut jouer un peu sur le nombre. Donc, la recommandation que nous avons pu trouver à l'issue de cette étude-là, c'est d'instaurer un système de suppléance homme-femme à tous les postes. Si le suppléant est un homme, que la suppléante soit une femme. Donc, cela aura le mérite, en tout cas, de pouvoir combler un peu la représentativité. En tout cas, les progrès sont très lents pour ce qui concerne aussi au niveau du collège des industries extractives. Ce n'est pas toujours évident au niveau des trois pays-là que les industries extractives soient représentées par des femmes. Et le système de suppléance pourrait un peu régler ce problème-là. En matière d'accès des femmes à l'information, il y a eu des efforts qui ont été menés dans tous les trois pays. En tout cas, les rapports ITIE ont été simplifiés et certains ont même été traduits en langue nationale pour pouvoir permettre l'accessibilité. Mais le plus gros problème, le hic à ce niveau, c'est au niveau de la dissémination des rapports ITIE. La dissémination, premièrement, les équipes de dissémination n'ont pas tenu compte du genre. Les équipes qui doivent, par exemple, quitter le GMP pour aller à la dissémination n'ont pas tenu compte du genre. Et deuxièmement, au moment de l'organisation des activités, le genre n'a pas été pris en compte de manière spécifique. Voilà. Les besoins spécifiques de chaque groupe, notamment les femmes, n'ont pas été pris en compte. Généralement, c'est des grands groupes qui sont constitués et à cause de certaines insuffisances, les femmes n'ont pas toujours droit à la parole et ce n'est pas évident qu'elles aient accès vraiment au contenu même du rapport. Mais la société civile a tenté d'influencer certaines activités en mettant en œuvre les initiatives individuelles. Et à ce niveau, nous avons quand même formulé la recommandation de tenir vraiment compte du genre dans toutes les activités de l'ITIE, pas seulement les disséminations. Désormais, toutes les activités doivent tenir compte du genre. Et pour permettre vraiment cet état de fait-là, c'est d'encourager chaque GMP à adopter des lignes directrices pour l'organisation des activités en intégrant le genre, que ce soit les activités de formation, les activités de toute autre activité, divulgation, etc., que l'on puisse avoir une ligne directrice. Comment chaque GMP peut permettre à ce que les gens soient vraiment très représentés. La quatrième et dernière exigence qui est documenter les efforts sur le genre, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont faites au niveau des trois collèges, mais qui ne sont pas toujours documentées. Et c'est vrai que certaines coalitions, de manière systématique, rapportaient certains faits, certains nombres, certains chiffres, mais pas dans une perspective genre. Donc déjà, il y avait une petite base, une base favorable à la mise en œuvre de cette exigence-là. Mais on s'est rendu compte que la norme a vraiment encouragé la société civile et aussi les différents collèges-là à prendre des dispositions internes en matière de documentation. Donc, je prends par exemple l'exemple du Burkina où, au niveau du GMP, en début d'année, une directive a été envoyée à tous les collèges de tenir compte du genre dans le rapportage des activités
pour que l'on puisse mettre dans le rapport d'avancement et bien sûr le plan d'action à venir. Donc, par exemple, ce sont ces types de réflexes qu'il faut cultiver au sein des GMP pour rappeler un peu aux gens que l'exigence doit être mise en œuvre. En matière de rapportage aussi, une très bonne expérience a été celle de Burkina, où la société civile a quand même plaidé pour que 30% des fonds miniers soient utilisés pour des activités qui bénéficient aux femmes. Donc, ça fait l'objet d'un plaidoyer encouragé et soutenu par Publier ce que vous payez. Et c'est un mécanisme quand même qu'il faut arriver à modéliser et le dupliquer aussi au niveau des GMP. Donc, le Burkina aussi a mis en place une cellule genre. La stratégie nationale genre de Burkina prévoit la mise en place de cellules genre dans les différentes administrations. Donc, la cellule genre au sein du GMP va être comme l'organe qui va rappeler, qui va veiller à ce que les gens soient vraiment pris en compte dans les activités. Et dernière remarque concernant la mise en œuvre de l'exigence de documentation, on s'est rendu compte que malheureusement, même avec l'adoption de la norme en 2019, malheureusement, les textes législatifs, les politiques, les programmes qui ont été adoptés dans plusieurs pays n'ont pas tenu compte du genre. Donc, c'est vraiment un réflexe à cultiver désormais pour tenir compte du genre dans l'élaboration de tout ce qui est texte, cadre législatif et réglementaire à venir, que ce soit les politiques, que ce soit les programmes, que ce soit les plans de travail, etc. Donc, la recommandation ici, c'est de vraiment s'inspirer de l'action du secrétariat international de l'ITUE et d'autres initiatives dans des pays qui mettent en œuvre, telles que le secrétariat international de l'ITUE présente par exemple des notes d'orientation. Si chaque GMP peut avoir une note d'orientation sur la prise en compte du genre, non seulement dans l'ITUE, mais aussi pour ce qui concerne le secteur minier, cela pourrait être aussi une base de plaidoyer pour la société civile pour pouvoir permettre que les gens soient pris en compte d'une manière plus large dans le secteur minier. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup, M. Likaboré. Apparemment, vous donnez une note de satisfaction au groupe multipartite, ce qui signifie que vous n'avez aucune plainte, aucune recommandation à faire, ou tout se passe bien? Non, pas du tout. Je ne donne pas une note positive au groupe multipartite comme je suis en train de donner un aperçu général. Je dirais que par exemple, en matière de représentation au niveau du GMP, il faut des efforts au niveau du conseil du collège de l'administration de la société et des industries extractives. Et là, à ce niveau, le groupe multipartite doit vraiment veiller à ce que en matière de remplacement, puisque c'est déjà en cours, en matière de remplacement des prochains représentants, que cette exigence-là soit vraiment respectée. Et la grosse insuffisance au niveau des 3 GMP, c'est vraiment la participation des femmes à l'accès à l'information et au débat. À ce niveau, c'est vraiment le gros point noir dans tous les 3 coalitions. Aucun effort, il n'y a pas tellement d'efforts qui ont été mis en œuvre dans ce sens. Donc, s'il y a vraiment un travail de fond à faire, c'est vraiment favoriser la participation des femmes au niveau des débats, que ce soit l'organisation des activités des groupes multipartites, que ce soit au niveau des disséminations surtout. Il faut que des efforts supplémentaires soient faits parce que les femmes, jusqu'à présent, les femmes sont, je peux dire, exclues du débat. Voilà. Et comme les disséminations se font en milieu rural, éloigné des villes, on peut trouver des mécanismes pour permettre à ces femmes-là d'avoir accès à ces informations. Si vous allez dans une zone rurale, le jour du marché, et vous organisez une session de dissémination, soyez-en sûrs que vous n'allez pas trouver une seule femme. Si vous organisez les disséminations en ville, vous n'allez pas avoir accès aux femmes rurales. Si vous organisez la dissémination à des heures où les femmes ont d'autres occupations ménagères, vous n'allez pas avoir les femmes. Donc, c'est à chaque GMP d'adapter un peu en fonction de son contexte pour trouver le mécanisme et aussi associer, pourquoi pas, les médias communautaires et les relais locaux pour pouvoir permettre aux femmes d'avoir accès à ces informations. La participation des femmes aux activités de l'ITUE, l'accès des femmes au rapport ITUE est le véritable point noir de cette analyse. Et au niveau de la documentation des efforts, la recommandation, c'est d'amener vraiment chaque GMP à prévoir un dispositif de rapportage sur le genre, comme cela se fait au niveau de l'ITUE international avec les notes d'orientation. Il faut qu'il y ait une note d'orientation interne pour permettre que l'on puisse
avoir des informations en temps réel sur le genre concernant toutes les activités. Et l'exemple de Burkina que je viens de citer, à la cellule genre, peut être une solution qui va veiller un peu à ce que, comme le gendarme, un peu du genre dans l'ITU. Excellent. Merci, merci beaucoup, Elie Kaboré. Pour ceux qui nous ont rejoints plus tard, je rappelle que nous sommes dans ce webinaire dans le cadre de la conférence sur la justice fiscale, l'égalité genre et les droits des femmes organisée par le groupe de travail fiscalité et genre de l'Alliance mondiale pour la justice fiscale. C'est une conférence qui se tient du 6 au 8 décembre 2021. Donc, vous verrez sur le site de la Global Alliance tous les détails sur la conférence. Et si vous voulez rejoindre aussi les autres sessions qui auront lieu tout à l'heure et demain, je vous y encourage fortement. Alors, nous allons rester un peu en Afrique de l'Ouest toujours. Et pour terminer avec Dr Fatima Diallo, qui est membre du comité de pilotage Afrique et du Conseil mondial de Publier ce que vous payez. Dr Fatima Diallo a été très impliqué dans le processus d'élaboration de la charte pour l'intégration du genre dans le secteur géo-extractif dans la région Afrique de l'Ouest de l'Afrique, c'est-à-dire dans la CEDEAO. Alors, je voudrais demander à Dr Fatima Diallo de nous dire un peu comment les organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest ont saisi ou ont créé cette opportunité d'influencer l'élaboration de la charte pour l'intégration du genre dans le secteur géoextractif. Je rappelle très rapidement que la CEDEAO dispose d'un certain nombre d'instruments de gouvernance des ressources naturelles, parmi lesquels la directive sur l'harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier. Ensuite, il y a la politique de développement des ressources minérales de la CEDEAO qui a été adoptée en 2012. En 2019, la CEDEAO a adopté ce qu'elle appelle la loi modèle sur la gouvernance des ressources minérales. Et en marge de l'adoption de cette loi modèle, la CEDEAO a décidé d'élaborer une charte pour l'intégration du genre dans le secteur géo-extractif. Alors, Dr Fatima Diallo va nous rappeler très rapidement comment les organisations de la société civile ont saisi cette opportunité ou ont créé cette opportunité pour influencer le processus d'élaboration de cette charte. Dr Fatima Diallo, si vous nous entendez, nous encourageons beaucoup les panélistes à allumer leur vidéo. Ça nous fera beaucoup plaisir de vous voir aussi. Si vous m'entendez, Dr Fatima Diallo, sauf si vous avez d'autres contraintes qui vous l'empêchent. Merci. Bonjour Demba, merci de m'avoir donné la parole. Merci aux panélistes qui viennent d'intervenir. Merci à la Global Alliance for Task Justice et à la coalition Publier ce que vous payez d'avoir permis ces échanges. Je vais par contre je ne vais pas allumer ma vidéo. Je vous rejoins à partir de mon téléphone en raison des soucis de santé, comme vous le savez. Donc, permettez-moi d'échanger avec vous sans avoir à allumer la vidéo, tout en espérant que vous m'entendez très bien. Par rapport à la question que vous avez posée, il faut noter que la société civile en Afrique de l'Ouest travaille avec la CEDEAO sur la gouvernance des ressources naturelles depuis 2009, qui coïncide effectivement avec l'adoption de la directive sur l'harmonisation des principes directeurs et des politiques dans le secteur minier. L'adoption de cette directive est suivie de l'acte additionnel portant adoption de la politique de développement des ressources minérales de la CEDEAO en 2012. La mise en œuvre de ces divers instruments avait déjà fait l'objet de beaucoup de mobilisation des acteurs de la société civile durant les 10 dernières années. Comme vous le savez, la plupart des gens qui nous suivent ayant participé de temps à autre à cette mobilisation. Donc, la société civile avait beaucoup insisté sur le besoin au sein de la CEDEAO d'avoir des mécanismes de gouvernance qui étaient beaucoup plus contraignants. C'est dans ce contexte, par exemple, qu'il a été créé un groupe de travail qui comprenait diverses organisations régionales, dont la coalition Publier ce que vous payez en Afrique de l'Ouest,
et aussi des partenaires de la coalition tels que le FOSCAO, le Oxfam, Oziwa, la Fondation Ford, ou le Wakam au Ghana et beaucoup d'autres organisations ou entités régionales et même régionales. 19 ans minière et le développement des ressources minérales et qui était aussi adossé à une stratégie de mise en œuvre. Je pense que Demba vient de l'aborder justement dans les propos introductifs. L'adoption de cette loi modèle a été suivie par l'élaboration d'une charte sur l'intégration du genre dans le secteur géo-extractif. Et je pense qu'il s'agit de la dernière expérience voudrait aussi et les autres parents. Il faut que par rapport du point de vue de la société civile, c'est plutôt l'organisation féminine ou féministe, en tout cas l'organisation qui travaille exclusivement sur les ressources extractives et en rapport avec le genre et les droits de femmes. Je veux nommer Women in Mining en Afrique de l'Ouest, qui était considérée comme étant l'organisation contact de la CEDEAO. C'est ainsi que, par exemple, le groupe de travail dont j'ai mentionné tantôt s'était réuni pour adresser un courrier officiel au commissaire de la CEDEAO pour rappeler que quand même il y avait un engagement qui date depuis 2019 entre les organisations de la société civile que j'avais citées et l'organisation sous-régionale, notamment la CEDEAO. Et le groupe de travail a affirmé sa disponibilité à continuer aussi à s'engager dans le cadre de l'élaboration de la charte pour l'intégration du genre dans le secteur géo-extractif, aux côtés, bien entendu, de l'organisation internationale WIM. La commission de la CEDEAO a répondu positivement à cette interpellation, je pense, du groupe de travail, qui, je pense, à un certain moment aussi, le Oxfam avait joué un grand rôle, mais aussi la coalition Publiez ce que vous payez. Et il avait donné au groupe de travail un délai pour fournir sa contribution parce qu'il y avait déjà un projet de charte qui a été élaboré par WIM et beaucoup d'organisations de la société civile de la sous-région. Ainsi, la coalition Publiez ce que vous payez avec en tête de file Oxfam et aussi le secrétariat international de la coalition Publiez ce que vous payez a commissionné, entre guillemets, un consultant qui se trouve être moi-même, une consultante, disons, qui a aidé la société civile de la sous-région à élaborer un document de contribution. C'est ainsi que, par exemple, nous avons pu élaborer un document de contribution qui avait 66 recommandations et suite à la consultation d'une trentaine d'organisations de la sous-région, dont beaucoup étaient déjà d'envergure sous-régionale. Cette contribution a été endossée, donc portée par quand même 33 organisations de la sous-région, 33 organisations de la société civile, et le document a été en bonne et due forme soumis à la CEDEAO et le document a été utilisé effectivement lors des échanges entre WIM qui avait déjà un draft de projet de charte, les acteurs tels qu'Oxfam, Oziwa et d'autres partenaires techniques et financiers de la coalition Publiez ce que vous payez, les organisations de la coalition Publiez ce que vous payez et CEDEAO, la CEDEAO, ce qui a permis de prendre en considération un certain nombre de recommandations qui étaient énoncées dans ce document de contribution endossé par 33 organisations de la société civile sous la houlette de Oxfam et aussi de la coalition Publiez ce que vous payez. Pour ma part, ayant été une des consultantes ou la consultante qui a été demandée de travailler sur ce document et aussi en tant qu'aujourd'hui avec ma casquette de coordinatrice technique de la coalition Publiez ce que vous payez au niveau Sénégal, mais en même temps aux membres du comité de pilotage de la coalition Publiez ce que vous payez et représentante de ces comités de pilotage au niveau du Conseil mondial, je dirais que c'était une expérience fort heureuse que
d'avoir offert aux autres organisations de la société civile, au-delà de l'organisation WIM et des organisations satellitaires autour de cette fêtière, que d'avoir offert à la coalition publique pays l'opportunité de contribuer à l'élaboration de cette charte qui visait l'intégration du genre dans le secteur géo-extractif. Au-delà du projet qui était déjà rédigé, nous avions dans ces 66 recommandations mis l'accent, et j'aimerais bien y revenir, sur 3 questions essentielles, au-delà des questions qu'on retrouve souvent qui sont liés à ce que moi j'appelle les droits occupationnels ou les droits professionnels des femmes qui travaillent dans le secteur extractif. On tenait à mettre l'accent sur l'importance de l'implication des femmes qui sont riveraines des sites d'exploitation, notamment leur implication dans les différents processus. Je pense que M. Kaboré est revenu sur l'importance de l'accès à l'information, l'importance d'une plus grande participation des femmes dans toutes les décisions qui concernent les cycles d'exploitation minière ou même d'exploitation minérale. Et pour ma part, il était aussi important de revenir sur la question de l'accès à la justice de ces femmes en cas de violation de leurs droits qui sont souvent récurrentes dans la plupart des expériences que nous avons au niveau de la sous-région. L'autre point sur lequel aussi qui nous tenait vraiment à cœur, c'était la protection des femmes défenseurs. Parce que de plus en plus, la restriction de l'espace civique pose un grand problème et il arrive aussi que ce problème de la restriction de l'espace civique soit vécu de manière différenciée en raison aussi des spécificités liées au genre, donc liées aux possibilités de discrimination à l'égard des femmes qui la plupart du temps se retrouvent plus ou moins dans des situations assez compliquées au sein même de leur communauté, surtout les femmes qui sont leaders au niveau des organisations de base, je dirais, et qui défendent les causes des femmes. J'en parle parce qu'en raison de notre expérience particulière dans ce secteur, pour avoir travaillé aussi beaucoup dans la sous-région avec d'autres organisations telles que WOMING, différentes de WIM bien sûr, et aussi d'autres organisations qui travaillent spécifiquement sur la défense des droits des femmes dans le secteur. Il y a un grand problème par rapport à la restriction de l'espace civique et la dimension discrimination à ce niveau n'est pas encore très prise en compte. Demba, pour ne pas trop monopoliser la parole par rapport à ta question, je pense que c'est ce que je voulais apporter en termes d'éléments contextuels, mais aussi par rapport à la manière dont on a saisi cette opportunité pour donner notre contribution. Et pour terminer sur cette question d'opportunité, je pense qu'il est important qu'on revienne sur le fait que si nous voulons effectivement influencer ces instances sous-régionales, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union européenne, l'UEMOA, que ce soit la CEMAC, quelle que soit l'organisation que nous mettrons en avant pour une interaction, il est important que l'ensemble des organisations de la société civile viennent ensemble et travaillent ensemble et qu'on renforce la solidarité, que ça soit entre les différentes grandes fêtières telles que WIM et la coalition Publiez ce que vous payez, mais aussi que ça soit tout simplement entre les différentes organisations des différents pays. Je pense que la coalition Publiez ce que vous payez est en train de faire un travail extraordinaire dans ce sens et j'appellerai davantage à ce qu'on renforce la solidarité autant que possible entre les différentes fêtières qui existent au niveau de la sous-région si nous voulons peser de tout notre poids sur l'élaboration de ces politiques publiques qui, en définitive, auront un impact non seulement sur les femmes des communautés minières, mais aussi sur le devenir de nos différentes organisations qui portent leur plaidoyer. À leur côté, bien sûr. D'accord. Alors, vous anticipez déjà sur ma question suivante, c'était un peu que vous nous partagiez les leçons que vous avez tirées de cet engagement avec la CEDEAO. J'avoue que c'est essentiel de renforcer cet engagement avec la CEDEAO, autant aussi il est parfois nécessaire de mobiliser d'autres organisations. Une seule organisation ne peut pas porter cet agenda. Et quelles sont les difficultés aussi que vous avez rencontrées dans cet engagement avec la CEDEAO?
Je pense que l'engagement d'Emba avec ces organisations, elle n'est pas difficile. En fait, les difficultés sont très faciles à comprendre, mais elles sont au cœur de l'interaction entre les États, généralement, donc les gouvernements, en dehors des instances, je dirais, hybrides telles que ITE et autres, entre les gouvernements et les organisations de la société civile. On voit souvent quand même une certaine tendance à ne pas, en fait, être très ouvert par rapport à l'implication des organisations de la société civile. Alors que, voilà, la meilleure façon pour la CEDEAO dans ce contexte particulier d'avoir une charte d'intégration, en fait, visant l'intégration du genre dans le secteur géo-extractif, c'est l'implication aussi large et massive possible de l'ensemble des organisations de la société civile et aussi de l'ensemble des voix. Ça peut être les syndicats, ça peut être les femmes au niveau de la base, et cela est important parce que l'élaboration des textes doit se faire de façon participative et inclusive afin de refléter les préoccupations des divers peuples et communautés. Et de plus en plus, les États eux-mêmes, je pense, ont décidé d'inscrire au niveau même de leur constitution la propriété des ressources par les peuples et les communautés. Donc, il n'y a aucune raison que les lois et les politiques, qu'elles soient nationales ou régionales ou sous-régionales, soient définies sans l'implication effective des communautés à travers leur représentation tantôt, telle que la société civile, ou même directement si la démocratie non représentative était facile d'accès ou de réalisation. Mais en réalité, la collaboration avec d'autres organisations a démontré qu'il est nécessaire de renforcer nos alliances pour que notre voix soit davantage forte dans les espaces de prise de décision. Quand on regarde la CEDEAO, ce que moi je retiens, c'est qu'il y a d'abord un lourd protocole d'accès à l'information de la CEDEAO qui constitue un défi fondamental pour l'ensemble des organisations qui voudraient s'engager dans une co-construction ou dans un débat constructif autour de l'amélioration des droits des femmes. Ces organisations politiques par nature restent jusqu'à présent fermées à un cercle restreint d'acteurs et la plupart du temps, ces acteurs sont les acteurs étatiques ou des fois sont des acteurs qui sont considérés comme étant davantage celles qui mettront en avant les agendas de l'État et non cours dominant des politiques. Les organisations, par exemple, de manière très simple, qui n'ont pas de liaison avec ces instances, sont quasiment exclues de tout processus. Et aussi, il faut noter que ce travail que nous avons fait il y a une année, je pense qu'on avait démarré ces discussions vers la fin de l'année dernière en ce qui concerne la coalition Publier ce que vous payez Oxfam, c'est que ça s'est passé dans un contexte Covid où ce travail n'a pas été facile car il impliquait des difficultés de mobilisation de certaines organisations de femmes, notamment au niveau des communautaires et rurales. Je me rappelle qu'en préparant, par exemple, le document de contribution, il m'est arrivé de faire des appels Zoom avec des femmes qui sont, par exemple, dans les Niayes, des leaders femmes que nous tous, en tant que Sénégalais, que nous connaissons. Mais il fallait attendre 20 heures pour pouvoir discuter avec elles parce que c'est en ce moment qu'elles pouvaient avoir accès à plus de bandes passantes dans les zones où elles étaient. Et durant le contexte Covid, il n'était pas très facile de tenir convenablement des réunions au niveau communautaire pour pouvoir impliquer davantage ces femmes. Donc, la connectivité était restée un fondamental des femmes. Cela leur prive aussi de leur droit de participer de manière effective à des espaces de prise de décision. L'autre point, et je reviens là-dessus, Demba, pour te remettre la parole, il est important quand nous faisons ces genres d'exercices en tant qu'organisation de la société civile, que nous visons non pas l'implication des organisations que nous sommes, mais plutôt l'implication des femmes qui sont dans les zones rurales et qui sont impactées. Et là, je fais écho aussi de ce que disait M. Kaboré du Burkina Faso. Il est important que cette représentation à travers la société civile ne soit pas seulement la norme, mais qu'elle soit plus l'exception
dans des contextes où les femmes en tant que telles ne peuvent pas peut-être avoir accès à ces instances-là. Il est important dans la rédaction de cette charte et sa finalisation que la voix des femmes rurales qui vivent ces impacts plus que nous et qui sont les principales concernées puissent effectivement être portées de la manière la plus adéquate et qu'elles puissent aussi avoir accès à ces instances-là. Et je pense que c'est un plaidoyer que nous pouvons continuer à faire et c'est un plaidoyer que nous pouvons effectivement aussi réaliser si nous en avons la volonté. Ce n'est pas trop difficile à mon avis. Et il suffit tout simplement qu'on change de paradigme par rapport à cette représentation des femmes dites rurales par toujours des sociétés civiles qui ont accès ou des organisations de la société civile qui ont accès à certaines instances de pouvoir et qui en font des fois aussi, je le dis et je l'assume, qui en font aussi souvent leur précaré. Je te remercie, Demba, de m'avoir donné... Merci, Fatima, pour ces éclairages par rapport à votre engagement avec la CEDEAO. Je rappelle que la CEDEAO, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors, je crois que je vais vous ajouter une dernière question. Il y a eu beaucoup d'efforts. L'ITIE a fait des efforts. D'autres instances, même au niveau national, par exemple, en Guinée, M. Diallo vient de nous signaler que désormais, l'État a décidé que, par exemple, 20% des revenus issus du secteur devront être affectés aux femmes. Au Burkina Faso, des efforts similaires sont en train d'être faits. Quelqu'un a posé une question intéressante dans le chat, dans la discussion, qui demande est-ce que le fait d'attribuer des quotas au sein des GMP par décret, c'est-à-dire par loi, peut aussi être une autre approche qui va exiger au groupe multipartite d'avoir au moins la parité ou être sûr que les femmes sont présentes dans tous les collèges. Donc, c'est des différentes approches comme ça que nous pouvons tous explorer ensemble. Alors, très rapidement, une dernière question, Dr. Fatima Diallo. Est-ce que vous trouvez que la charte peut constituer une valeur ajoutée à l'ensemble des efforts qui sont là, sachant que généralement, il y a beaucoup de textes, de lois, mais la mise en œuvre peut constituer des difficultés? Oui, Demba, je pense que la charte peut effectivement a une valeur ajoutée. Elle a une valeur ajoutée dès le processus d'élaboration, par exemple, par rapport à l'implication de WIM, qui derrière aussi a plusieurs organisations de la civile et par rapport à l'implication de nos organisations de la coalition Publiez ce que vous payez. C'est déjà un atout considérable que d'être à un stade où on élabore un document où quand même la société civile est effectivement impliquée. Ça change déjà, je pense, à mon avis, à un certain niveau les narratives, comme on dirait. L'autre point, c'est que quand même la charte est un document assez synthétique où on a mis beaucoup d'exigences par rapport à ce que les États devraient faire. Et je pense que si les États, effectivement, l'adoptent et qu'on arrive, ça nous donne un point d'ancrage légal supplémentaire en termes de plaidoyer que nous pouvons faire auprès de nos États pour l'amélioration, effectivement, des conditions des femmes qui travaillent dans le secteur minier ou qui sont affectées par les projets miniers ou les projets extractifs de manière beaucoup plus globale. Je pense qu'effectivement, la charte peut être un plus. Mais un texte, et je parle en tant que juriste aussi, un texte, c'est un texte. Le texte, ce qui est important, c'est ce qu'on fera de ce texte. Comment nous, organisations de la société civile, nous allons nous saisir de ce texte pour continuer à pousser pour qu'effectivement les États puissent être assez réceptifs par rapport aux différentes possibilités qui doivent être octroyées aux femmes qui sont affectées par le secteur géo-extractif ou en tout cas qui sont affectées par les activités dans ce secteur-là. Et il nous revient, nous, organisations de la société civile, de nous approprier ce texte et de continuer à faire le plaidoyer autour de cela. Et je pense que l'adoption de ce texte par les États membres devient un autre engagement supplémentaire. Pouvons-nous dire que c'est un engagement de trop qui sera lettre morte? Je pense que ça dépendra aussi de notre volonté, nous, organisations de la société civile, de nous battre pour que effectivement nos États respectent leurs engagements. Excellent. Il faudra faire beaucoup d'efforts.
Excusez-moi. Demba, ok. Oui, voilà. Merci. Merci beaucoup, Dr. Fatima Diallo, pour ces orientations assez intéressantes. Je rappelle encore une fois que ceux qui souhaitent poser des questions, vous pouvez utiliser les onglets discussion ou Q&R. Ça vous permettra de partager vos commentaires, vos expériences et liens. Alors, je vais tout de suite aussi partager le lien du rapport d'évaluation de la mise en œuvre de la norme ITE que M. Eli Kabore vient de nous partager tout de suite. Donc, vous aurez dans le chat, dans la discussion, les liens qui vous permettront d'aller vers le rapport que vous pourrez télécharger aussi. Il est en version aussi bien française qu'en version anglaise. Nous allons changer de zone géographique pour aller en Afrique australe et de l'Est. Nous avons avec nous Palmira Belasco, qui est de la coalition mozambicaine de Public Secours Pays. Alors, Palmira fait partie de ces braves dames, comme les autres qui nous suivent depuis le Niger, Mariatou Amadou, en Guinée, toutes ces femmes de Burkina Faso, du Sénégal et de partout en Afrique centrale. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois en ligne pour discuter de ces enjeux fondamentaux liés à la gouvernance féministe des ressources naturelles. Alors, nous allons en Afrique australe, si Palmira m'entend, le Mozambique, l'Ouganda et la Tanzanie récemment, les coalitions de ces différents pays se sont mobilisées, ont réalisé une étude et ont travaillé sur un projet qui visait à renforcer aussi la voix des femmes dans les ressources naturelles. Palmira, si vous m'entendez, Palmira va parler en anglais. Donc, pour ceux qui suivent, vous pouvez bien sûr écouter à partir de l'onglet interprétation. Et comme ça, vous pourrez suivre l'interprétation en français. Palmira, vous m'entendez? Palmira, can you hear me? Hi, Palmira. Alors, je ne sais pas si Palmira nous entend, mais moi, je ne l'entends toujours pas. En attendant que nous ayons Palmira, si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans l'onglet discussion et Q&R. Je rappelle qu'il est question d'échanger sur les droits et le leadership des femmes dans la gouvernance des ressources naturelles, opportunités de progrès en Afrique de l'Ouest. Et cette activité s'inscrit dans le cadre de la conférence inaugurale sur la justice fiscale, l'égalité genre et les droits des femmes, organisée par le groupe de travail Fiscalité et genre de l'Alliance mondiale pour la justice fiscale. Cette conférence annuelle se tient du 6 au 8 décembre 2021. Il y a divers autres panels qui sont en cours. Si vous souhaitez les suivre, inscrivez-vous. Ça vous permettra bien sûr de participer à des échanges très riches. Je partage avec vous dans le lien discussion le rapport d'étude que M. Eli Kabore vient de présenter tout de suite. Ça, c'est la version française d'abord. Ensuite, je vais ajouter la version anglaise qui vous permet à ceux qui parlent anglais de pouvoir accéder à ce rapport que vous pouvez télécharger. Et si vous avez des questions relatives aussi au rapport, n'hésitez pas à nous écrire. Nous partageons avec vous tous les éléments de clarification liés à ce rapport. Est-ce que Palmira m'entend? Elle est toujours en ligne, mais apparemment, moi, je ne l'entends pas. Palmira, can you hear me? Alors, en attendant que Palmira nous revienne, je vais retourner un peu chez Fatoumata en Guinée. Fatoumata, il y a des dispositions maintenant légales en Guinée qui favorisent le partage des revenus à l'endroit des femmes. Est-ce une expérience que vous voudrez bien partager avec les autres et qui pourrait peut-être aussi bénéficier à ceux qui nous suivent en termes de plaidoyer, de sorte qu'on puisse faire bénéficier aux femmes les revenus issus du secteur extractif? Oui, docteur le disait tout à l'heure dans le chat, il y a un cadre institutionnel déjà qui
met à la disposition des femmes par rapport au Fonds de développement local 20% du revenu minier qui sont disponibles pour les femmes. Mais force est de constater, c'est vrai que ça marche tant bien que mal sur le terrain, mais force est de constater à travers les différentes expériences que nous avons du terrain, des retours des gens qui reçoivent ces fonds. Malheureusement, pas mal de femmes, enfin beaucoup de femmes ne bénéficient pas de ces risques, en tout cas de cette part qui leur a été octroyée pour des raisons que nous connaissons tous. Il y a des raisons liées au manque de formation, au manque d'information, mais il y a également, parce que pour accéder à ces fonds, il y a pas mal de critères, peut-être qu'il faut revoir ces critères-là. Il y a pas mal de critères qui laissent, parfois empêchent les femmes d'accéder à ces fonds. Notamment, il y a des critères liés à l'éligibilité, des critères liés à la structuration des différentes organisations de femmes qui empêchent les femmes d'accéder à ces fonds. Aujourd'hui, le cadre institutionnel il est assez clair et nous, organisations, on se bat, on fait de sorte à ce que ces femmes puissent bénéficier de ces fonds, notamment à travers des activités de renforcement des capacités que nous organisons sur le terrain, des actions de renforcement des capacités sur les GIE, des actions de renforcement des capacités sur la mobilisation des ressources, également des actions de renforcement des capacités sur la gestion des ressources des femmes qui sont parfois impactées par les projets de miniers, manque de toutes ces formations, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles ont du mal à accéder à ces fonds. Peut-être on a eu avant, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un mouvement. Il est arrivé un moment que ce fonds a été suspendu. Et donc, nos sociétés civiles avons en quelque sorte manqué une opportunité. On le disait tantôt, c'était une période moratoire qui allait nous permettre de préparer notamment les femmes à pouvoir bénéficier de ces fonds. Mais n'empêche, nous sommes en train de continuer à travailler avec elles pour les amener à pouvoir capter ces fonds qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont comment on appelle, qui ne sont reçus que par des organisations plus en plus constituées d'hommes ou d'organisations mixtes. Donc, voilà les difficultés qui sont sur le terrain. Sinon, le cadre institutionnel est assez clair. Il y a des fonds qui tombent dans les collectivités, mais les femmes ont une difficulté par rapport à tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Donc, c'est ce travail que nous sommes en train de faire en aval au niveau des communautés. Mais ce n'est pas toujours facile. D'accord. Alors, Elie Kaboré, au Burkina Faso, l'État a commencé à partager les revenus issus du secteur, notamment le 1%. Le 1%, pour rappel à ceux qui ne savent pas, c'est qu'au Burkina Faso, les compagnies qui exploitent ont l'obligation de verser dans un fonds appelé Fonds d'appui au développement local 1% de leur revenu brut, qui est destiné aux communautés affectées directement par les opérations minières. Elie, est-ce que le partage de ce fonds-là est déjà effectif? Si oui, est-ce qu'il prend en compte un peu certaines dimensions, genre, c'est-à-dire les préoccupations des femmes, ou bien est-ce qu'il bénéficie aux femmes? Oui, le fonds est opérationnel depuis, il est dans la loi depuis 2015, opérationnel depuis 2017, mais depuis 2019, toutes les collectivités du Burkina, je dis bien toutes les collectivités du Burkina, sans exception, sont bénéficiaires de ce revenu-là. Et à ce jour, le fonds est collecté de manière semestrielle et reparti de manière semestrielle également. Et à ce jour, c'est presque 100 milliards de francs CFA qui ont été collectés, repartis et transférés au niveau des communes. Le transfert se fait de manière discriminatoire, que l'on soit commune minière ou communes non minières. Donc, les communes minières reçoivent pratiquement la moitié et les autres communes du Burkina aussi reçoivent l'autre moitié. Et dans les textes qui gouvernent un peu ce fonds-là, il y a un comité national de répartition et il y a un comité communal qui suit l'utilisation des fonds pour éviter qu'il y ait des gaspillages. Mais il se trouve que tous les textes, que ce soit le code minier, les textes qui créent le fonds, les arrêtés de suivi des transferts, etc., aucune disposition spécifique ne mentionne le genre. Aucune disposition. Mais étant donné que le genre fait partie quand même de la politique nationale du Burkina depuis 2009, et
une politique qui est devenue une stratégie depuis 2021. Et des organisations de la société civile, et notamment l'Association des femmes minières de Burkina, qui fait partie de la coalition publique sur le pays, a mené maintenant ce plaidoyer-là pour que la femme soit prise en compte parmi les bénéficiaires de ce fonds-là. Donc, c'est 30%, le plaidoyer visait à octroyer 30% de ces fonds dans chaque commune, collectivité, aux activités qui bénéficient directement aux femmes. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un plaidoyer qui est très avancé, qui est un plaidoyer qui est beaucoup accepté par les collectivités. Donc, ça a permis de corriger un peu les insuffisances des textes. Le plaidoyer a permis de corriger les insuffisances des textes. Je rappelle que ce plaidoyer est vraiment encouragé et soutenu par Public Sécurité International. Deuxième aspect, c'est de travailler à ce qu'il y ait plus de femmes dans les organes de gouvernance du fonds. J'ai parlé tantôt du comité national de répartition. J'ai parlé aussi du comité local. Au niveau de la société civile, en tout cas, la représentativité des membres au niveau de ces comités-là, c'est vraiment paritaire. On a déjà travaillé à ce que nous puissions atteindre cette parité-là. Donc, aujourd'hui, le plaidoyer de la société civile a apporté un grand fruit, un très grand fruit, je dirais, puisqu'il y a une dynamique de révision des textes qui gouvernent ce fonds-là, et l'aspect genre est inscrit comme une innovation. Donc, dans les textes provisoires, le genre est effectivement pris en compte pour tenir compte non seulement du cadre juridique et réglementaire favorable à la prise en compte du genre d'une manière générale dans toutes les politiques de développement au Burkina, mais aussi pour tenir compte aussi des exigences du genre qui a vraiment été un point aussi de plaidoyer pour dire qu'en fait, désormais, il faut prendre en compte le genre dans tout ce qui est activité en lien avec le secteur minier. Excellent. Alors, de plus en plus aussi, on remarque une institutionnalisation des cellules genre dans les ministères qui sont en charge aussi bien des mines que du pétrole. C'est le cas au Sénégal, par exemple. Est-ce que au niveau des ministères ou des autres institutions du Burkina, on a aussi des mécanismes ou des institutions pareilles qui permettent aussi de porter la voix des femmes au sein de ces institutions? Effectivement, la politique genre de 2019 prévoit dans la mise en œuvre institutionnelle la création de cellules genre au sein de chaque ministère. Ces cellules-là sont logées au sein de la direction générale des études de la planification qui a changé de nom et c'est devenu maintenant études sectorielles. Donc, c'est au niveau de la planification, des directions qui sont chargées de la planification que ces cellules-là sont implantées. Ce sont des cellules qui sont implantées sur arrêté du ministre. Donc, la mission vraiment de la cellule, c'est d'impulser le genre dans les activités du ministère. La formation, les voyages d'études, les activités de veille, les études, etc. Et un budget est même dégagé. Bon, là, le fonctionnement varie en fonction des ministères. Comme d'habitude, ça dépend du premier responsable, ça dépend des gens qui animent aussi. Mais c'est quand même du ministère des Mines, cette cellule-là, elle fonctionne très bien. Et au niveau du ministère des Mines, pour aller un peu plus en détail, certaines directions centrales ont prévu en tout cas ce dispositif de cellules-là. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'ITIE, le groupe multipartite a estimé qu'il était quand même nécessaire de mettre en place cette cellule-là en son sein pour quand même booster la prise en compte du genre. Donc, c'est quand même quelque chose de très inédit que l'on redescende au niveau vraiment, au niveau des agrégés, au niveau aussi bas de l'administration pour pouvoir prendre en compte cet aspect. Et comme je l'ai dit, ça a été impulsé vraiment par la première phase du projet genre. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Ça a été une des recommandations phares la première phase du projet genre mise en œuvre par la coalition Public Sécurité Burkina et soutenue par la coalition, par la PCQP internationale. Donc, on avait comme des recommandations la mise en place d'une cellule genre qui avait été aussi une suggestion de la direction générale de la planification du ministère des Mines et aussi du secrétariat permanent de la mise en œuvre de la politique genre au Burkina. Ils avaient recommandé que si on mettait en œuvre une cellule genre, ça allait vraiment booster un peu la prise en compte des activités. Cette cellule a déjà des résultats. Elle a produit un diagnostic genre dans le secteur minier et dans le secteur, dans l'ITIE, dans le GMP. Elle a produit aussi une feuille de route genre. Et sur cette base, une des réunions de 2020, au cours de l'année 2021, a proposé que la cellule aille rapidement dans la mise en œuvre de ces activités
éviter un peu la bureaucratie pour pouvoir proposer vraiment des choses concrètes. Donc aujourd'hui, je peux en tout cas affirmer qu'au niveau de Burkina, au niveau du GMP, c'est vraiment une dynamique qui est acceptée par tous. Et à travers cette cellule-là, je pense que le genre aura un gendarme désormais dans l'ITU. Parfait. Merci, merci infiniment, Elie Kaboré. Nous avons quelques 2-3 minutes pour clôturer notre session, mais je ne saurais le faire sans, encore une fois, réaffirmer nos salutations et nos félicitations à l'interprète. On n'a eu que des francophones qui parlent, donc c'est l'interprète qui est là, qui traduit tout depuis le début, donc ce n'est pas un travail facile. Et vous comprendrez que tant que nous ne prenons pas de pause, il ne peut pas prendre la pause. Donc, merci à tous ceux qui ont travaillé derrière la scène pour faciliter la tenue de ces échanges-là, que ce soit la logistique, que ce soit l'interprète, que ce soit ceux qui sont de l'autre côté avec Global Alliance for Tax Justice. Je ne saurais terminer sans donner la parole à Johan. Johan, si tu es là, si tu nous suis, c'est toi qui avais ouvert la session, pour un dernier mot sur comment la justice fiscale peut avoir une dimension genre. Je crois qu'on pourrait terminer avec ces mots de Johan. Johan, est-ce que vous nous suivez? Johan? Apparemment, son micro est toujours coupé. Mais je vous renouvelle les remerciements d'où que vous nous suivez. C'est un plaisir d'avoir réuni toutes ces braves dames et ces hommes qui se mobilisent tous les jours pour renforcer la dimension genre, autrement dit, l'agenda féministe de la gouvernance des ressources naturelles. Donc, encore une fois, on continue le combat, comme disent les autres. Le combat continue et c'est un plaisir. Et je vous souhaite, pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest et qui sont en matinée, je vous souhaite une excellente journée. Et merci à tous les intervenants, Elie Kaboré, Dr Fatima Diallo, Johan lui-même, Madame Fatoumata Kanté depuis la Guinée. Donc, vous voyez, c'est une diversité de panélistes que nous avons de partout. Et c'est une occasion pour nous aussi de remercier tous ceux qui ont participé, que ce soit les gens de l'administration, des compagnies, de l'ITE. C'est un grand plaisir d'avoir échangé avec vous ce matin. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres échanges. Et par anticipation, belle fête de Noël à tous ceux qui prendront les vacances dans quelques jours. Merci, excellente journée à vous.